Voyageurs, voyageuses, bonsoir. Merci de nous accompagner aujourd'hui. On se retrouve pour la première capsule de 50 nuances d'octet. C'est parti. Alors, qui dit première capsule, dit évidemment une petite présentation de l'équipe, parce que je ne suis pas tout seul ce soir. Je suis accompagné de mes deux acolytes, Sébastien et Nicolas, que je vais laisser se présenter, et puis présenter, comment ça s'appelle, expliquer quel sujet ils vont nous raconter ce soir. Donc je vais demander Sébastien, s'il te plaît, si tu peux te présenter. Bonsoir à tous, merci d'être parmi nous. Je m'appelle Sébastien et je viens de finir mon BTS SEO Slam. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de m'orienter en sécurité vers une licence. Et ce soir, je vais vous présenter un sujet d'actualité nommé FakeSpy. Merci Sébastien. Est-ce que Nicolas, toi aussi, tu peux faire le même exercice? Oui, bonsoir, moi c'est Nicolas, je suis en BTS SEO SISR. Je m'oriente vers une licence professionnelle en administration système et réseau. Et je vais vous présenter le sujet de Windows Subsystem for Linux, donc WSL 2, et son intégration avec Docker. Merci Nicolas. Et donc moi, je m'appelle Guillaume. Je viens de finir un DUT informatique. Je m'oriente aussi, comme Sébastien, vers de la cybersécurité. Cette fois-ci à travers une école d'ingénieurs plutôt spécialisée dans le domaine. Et ce soir, je vais vous parler de l'application qui fait pas mal de bruit en ce moment. Donc l'application qui a été lancée par le gouvernement qui s'appelle Stop Covid. Voilà, l'application de contact tracing. Gros sujet. C'est ça. C'est un sacré morceau à traiter, il y a beaucoup d'informations et l'objectif c'est un petit peu de pouvoir vous éclairer sur le sujet, comprendre qu'est-ce que c'est que cette application-là, pourquoi tout le monde en parle, quelles sont un petit peu les polémiques et tout ce qu'il y a autour, afin que voilà, vous puissiez vraiment avoir une espèce de panorama à 360 degrés sur cette application-là. Je vais laisser la place maintenant à Sébastien qui va nous parler de son sujet. Oui, FakeSpy. Donc ces dernières semaines, une campagne de smishing fait pas mal de dégâts visant les terminaux Android dans divers pays. Initialement découverte courant 2017 en Corée du Sud et au Japon, cette campagne vise désormais les pays européens. Alors, qu'est-ce que le smishing, vous allez me dire? Pour les habitués du vocabulaire informatique, vous avez sûrement déjà deviné. Mais pour le grand public, il est important de le définir. Smishing est très proche d'un autre terme nommé phishing ou hameçonnage en français. Donc le phishing se dit d'une pratique malveillante qui a pour objectif de piéger une personne afin de récupérer des données personnelles et sensibles. Exemple, vous recevez un mail de la part de trust-netflix@gmail.com et vous ne vérifiez pas l'authenticité de l'expéditeur. Dans ce mail, l'acteur vous incite à changer le moyen de paiement de votre compte suite à X raisons. Vous allez cliquer sur le lien, ne vérifiant pas non plus l'URL, puis vous allez suivre la procédure de changement de mot de passe. Bim, vous venez de donner vos informations qui seront potentiellement revendues, mais là n'est pas le sujet. Donc le smishing, c'est une contraction de phishing et de SMS. En fait, ça va être du phishing au travers des SMS. Donc un exemple de message utilisé dans la dernière campagne de FakeSpy est une alerte de service postal local de la région de la victime, l'informant que le service a essayé d'envoyer un colis, mais que le destinataire n'était pas chez lui. Donc par la suite, le lien les dirige vers une page web malveillante qui va les inciter à télécharger un pack d'applications Android nommé APK, classique. L'APK semble en fait légitime et provenir du service postal de la victime, mais en réalité, il exécute FakeSpy. Mais que fait FakeSpy? En fait, c'est très simple. FakeSpy, c'est un info-stealer ou en français, un voleur d'informations. Donc on va rentrer un peu plus en détail dans le fonctionnement de FakeSpy. Donc tout d'abord, la configuration de FakeSpy, telle que le serveur de commande et de contrôle, CNC, est chiffré pour échapper à la détection. Une fois lancé, FakeSpy commencera à surveiller les messages du téléphone de la victime. Ces SMS sont volés et téléchargés vers le serveur CNC. Pour envoyer des commandes via JavaScript, FakeSpy utilise principalement le pont JavaScript interface pour invoquer les fonctions internes de l'application en téléchargeant puis en exécutant du JavaScript à partir d'un site web distant. Mais quelles sont les fonctionnalités possibles que l'acteur malveillant peut mettre en place?
Les commandes de FexPy comprennent donc l'ajout de contact à l'appareil, la mise en sourdine, la réinitialisation, le vol de SMS stocké comme je l'ai évoqué un peu plus haut, le vol d'informations sur l'appareil et la mise à jour de ses propres configurations. Plus intéressant encore, FexPy peut également vérifier les applications bancaires installées dans l'appareil, et si elles correspondent aux applications dans la base de données de FexPy, elles sont remplacées par des versions contrefaites, afin justement de récupérer les identifiants de la victime. Et en plus, ils vont mettre une notification pour inciter la personne à aller sur son application bancaire et au plus vite pouvoir récupérer ces informations. Le smishing n'est pas un nouveau vecteur d'attaque, mais grâce à l'ingénierie sociale, il peut attirer ou contraindre les victimes à communiquer des données personnelles ou professionnelles. Et donc primordial d'avoir une bonne hygiène de sécurité, c'est-à-dire réfléchir avant de cliquer, télécharger uniquement et à partir des stores des applications officielles, mettre régulièrement à jour vos mots de passe, le système d'exploitation et vos applications. Il faut aussi vérifier les signes révélateurs du phishing, tels que souvent c'est des erreurs de grammaire ou certains caractères utilisés pour usurper une URL légitime. Et surtout, méfiez-vous des messages non sollicités qui semblent donner un sentiment d'urgence. De plus, pour les connaisseurs, n'oubliez pas de sensibiliser un minimum vos proches sur ces sujets et qu'en cas de doute, pour les moins bons, de ne pas hésiter à demander un avis au meilleur. D'accord, ok. Je trouve ça assez intéressant en vrai. En plus, surtout ça me rappelle quelque chose, c'est qu'il y a pas très très longtemps, j'ai reçu un message, un peu comme tu disais, hein, non sollicité. C'était par rapport à une livraison de colis, alors que je n'avais jamais commandé de colis avec cette compagnie-là, quoi. Je me retrouve à recevoir un message comme ça, et je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai jamais demandé un colis. Et c'est vrai qu'ils mettent beaucoup l'accent sur l'urgence du truc. Dépêche-toi et tout, quoi. Bah, souvent le message il est pas très clair, on va pas avoir l'entreprise qui est derrière ce message. On va même pas de numéro de colis en fait, hein. C'est juste on va attirer la personne en disant que voilà, un colis est en attente, et souvent les gens ils se disent tiens j'ai un colis en attente, et puis bon ils vont tomber dans le piège, quoi. En tout cas pour les moins avertis. Ouais, non mais là heureusement, franchement heureusement que j'ai fait gaffe, parce que 100% il devait avoir un truc avec une carte bleue ou je sais pas quoi derrière, hein. Ça pue le truc comme ça. Sûrement. Mais tu vois, Très souvent. je savais pas qu'il y avait un mot derrière, comment ça s'appelle, derrière cette façon de faire du phishing par SMS. Et puis dernier truc là-dessus, moi ce qui m'a vraiment mis à la puce à l'oreille, c'est le fait de me rendre compte que ça vient d'un numéro portable d'un particulier. Ça venait d'un 07 si je dis pas de bêtises. Et, alors qu'en fait souvent les entreprises, quand tu reçois des codes en auto-message pour de l'OTP ou autre chose, en fait tu reçois jamais d'un 06 ou d'un 07, quoi. Souvent c'est vous savez, c'est l'espèce de, c'est les numéros très à 6 courts. chiffres là. Ouais, c'est ça, Oui, un numéro ultra effectivement, court. Et là je me suis dit, bah, c'est pas normal, il y a un truc. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait une douille. Après, comment ils ont récupéré mon numéro, je sais pas s'ils l'ont calculé ou s'ils l'ont cliqué à droite à gauche. Mais ouais, effectivement, je suis peut-être passé pas loin. Souvent, ils ont des bases de données de numéros et puis ils balancent en masse des messages. Ouais. Et puis ils espèrent que quelqu'un tombe dans le piège, quoi. Ouais, bah c'est de l'envoi de masse, quoi. C'est ça, c'est ça. Ok. Nicolas, est-ce que t'as quelque chose à ajouter dessus ou pas du tout? Non, moi c'est bon. Ok. Bah écoute, merci Sébastien pour ce sujet. Bah, je vais te Avec laisser- plaisir. Je vais te laisser Nicolas présenter WSL2 alors. Très bien. Bah, WSL2, donc Windows Subsystem for Linux, c'est une couche de compatibilité qui permet d'utiliser les fichiers binaires Linux nativement sur Windows 10 et Windows Server 2019. Donc en gros, la couche de compatibilité, c'est un intermédiaire qui va traduire les fichiers binaires qui sont non supportés par le système de base. Et ça permettra, dans sa première version, surtout aux développeurs de lancer des commandes bash. Donc WSL premier du nom utilisera un pseudo noyau Linux fait par Microsoft qui n'a quasiment aucun rapport avec le noyau Linux conventionnel. On utilise ce noyau avec une des distributions Linux qui sont présentes uniquement sur le Microsoft Store, si je ne me trompe pas. Je crois aussi. Et donc moi je vais parler de WSL2, car en fait l'ancienne version de WSL avait beaucoup de limitations, donc aucune accélération matérielle, pas de prise en charge de l'audio,
possible de lire des fichiers binaires en 32 bits. Donc depuis mai 2019, Microsoft a sorti la deuxième version de WSL, avec beaucoup de changements, une nouvelle architecture, un véritable noyau Linux, et surtout des composantes qui sont virtualisées sous Hyper-V, qui est la virtualisation made in Microsoft. Donc ensuite je vais prendre un petit peu Docker. Donc Docker, c'est un logiciel qui permet de déployer et gérer des conteneurs. Un conteneur, c'est un ou plusieurs processeurs qui sont volontairement utilisés du système et qu'on utilise généralement pour déployer des applications en utilisant une image. Donc Docker permet une gestion assez poussée des conteneurs en utilisant des réseaux virtuels, etc. Donc avec WSL1, on pouvait utiliser Docker, mais c'était un petit peu les prémices en fait. Il y a quelques petits problèmes, notamment c'était un peu compliqué à utiliser, c'était un peu compliqué à mettre en place, et c'était impossible d'utiliser un hyperviseur de type 2. Donc un hyperviseur de type 2, c'est une plateforme de virtualisation qui est installée sur un système d'exploitation et qui permet de gérer des machines virtuelles. Donc en hyperviseur de type 2, en exemple, on peut citer VirtualBox ou VMware Workstation. Et donc c'était utilisable, mais c'était pas fait pour, quoi. Et par contre, depuis WSL2 et la virtualisation sous Hyper-V, il y a eu quelques changements au niveau de Docker, notamment l'intégration qui se fait depuis Docker. Maintenant, quand on installe Docker, on a une option qui s'appelle WSL2 Integration et qui permet de lier Docker à WSL. Donc c'est très simple, hein. Il suffit juste d'activer la distribution WSL que vous avez installée comme distribution par défaut, et ensuite de l'activer dans les paramètres de Docker. Et grâce à ça, on peut maintenant sur un PC Windows, donc Windows 10 ou Windows Server, donc avec WSL2, on peut avoir simultanément des conteneurs et un hyperviseur de type 2 style VirtualBox ou VMware. C'est plutôt utile sur un PC Windows 10, parce que sur un Windows Server on utilisera plutôt la virtualisation sous Hyper-V. Voilà. Bah merci Nicolas. Ouais, effectivement. c'est vrai que j'en ai entendu parler, malheureusement j'ai pas pu profiter avec je crois que c'est la dernière update qu'il faut prendre, non? Il faut installer la 20.04, oui. Ouais, c'est ça, la 20.04. Ouais, j'ai voulu utiliser la 20.04, mais j'ai eu des petits soucis. Je crois que le matériel doit peut-être pas encore être complètement supporté pour ça. En tout cas, c'est assez intéressant, je trouve, parce que... j'ai eu le même souci que toi, il me semble, Guillaume. Ah ouais? Moi je l'ai pas eu, Ouais. moi je l'ai mis. Et... Il me semble que à l'apparition de WSL, j'avais essayé de le mettre sur mon Windows et j'avais un problème de compatibilité. Je sais pas, il y a peut-être d'autres personnes qui ont eu ce souci-là. J'ai discuté avec 2-3 autres personnes qui avaient eu aussi le même souci, donc je pense qu'on doit pas être tout seul. J'ai fait une petite erreur sur WSL2, si je me trompe pas, j'ai dit qu'il était sorti en mai 2019. Sauf que ce sont la bêta, enfin les premières versions qui sont sorties, donc les versions de test en mai 2019. Ah oui, c'est vrai. Les versions officielles sont sorties avec la 20.04, donc en fin mai 2020. Ok, d'accord. Oui, effectivement. D'accord. Effectivement, c'est vrai que ça prend sens. Ok. Et c'est pour ça que j'en parle maintenant, parce que c'est quand même assez nouveau et je trouve ça vraiment bien. C'est le moment. Ouais, c'est le moment. Et t'as dit aussi que de ce que tu as raconté, tu as dit comme quoi le support du matériel s'était amélioré. J'ai vu qu'il y avait des trucs notamment avec les cartes graphiques. Je sais pas si t'as suivi du tout ou pas. Tout ce qui a été fait au niveau des cartes graphiques. Oui, un petit peu. Bah en fait, anciennement il y avait pas l'accélération matérielle, donc tu pouvais lancer des applications avec interface graphique, mais c'était vraiment pas très limité, quoi. Excessivement lent, mais c'était très limité et assez lent. C'était pas utilisable, quoi, très clairement. Non, c'est pas utilisable pour de graphique. En fait, l'ancien Microsoft l'ont dit eux-mêmes. Ils ont dit que c'était plutôt destiné à des développeurs qui souhaitaient faire du Linux ou Windows sans utiliser de machine virtuelle, ou sans devoir installer un hyperviseur de type 2, donc un logiciel pour refaire une machine virtuelle derrière.
Ok, ouais. Non, mais c'est vrai que maintenant, c'est quand même cool le fait que tu puisses utiliser les deux, c'est-à-dire que tu puisses et utiliser ton VirtualBox, ton VMware, voilà, ton Hyper-V Type 2 avec tes conteneurs Docker. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de merde, notamment j'arrivais à casser mon install de Windows, et même en essayant de rollback certains composants, ça marchait pas correctement. Mais du coup, ouais, en tout cas, c'est bien, c'est bienvenu. J'aurais adoré le tester. J'ai pas pu à cause de la mise à jour, mais dès que je peux le tester, je pense que je vais le tester parce que ça a l'air franchement sympa, quoi. Aussi, une dernière précision pour VMware Workstation, j'ai pas regardé c'est quelle version, mais je sais pour VirtualBox, c'est que depuis la 6.1 qu'on peut utiliser à la fois WSL et VirtualBox. Parce que depuis la 6.1, VirtualBox peut utiliser Hyper-V en tant qu'interface de virtualisation. Ah oui, c'est ça, oui, effectivement. Oui, d'accord. Oui, parce que ouais, tout se base sur Hyper-V au final. Du coup, il n'y a qu'un seul outil de Ouais, virtualisation voilà. qui est pour tout le monde. Ok. Et il y a pas dans VirtualBox, il y a pas de configuration à faire en fait. Quand on active Hyper-V sur le PC, VirtualBox, on laisse donc dans les options système, on laisse par défaut. Il va utiliser Hyper-V par défaut, parce qu'il va utiliser interface Windows, interface de paravirtualisation Windows. Ok. Voilà, bah pour moi c'est tout. Hein. Ouais, ok. Bah, en tout cas, merci Nicolas. Moi, je trouve ça assez intéressant. C'était plutôt intéressant, oui. Et dès que j'ai l'occasion de pouvoir tester ça, je le testerai de mon côté, étant donné que j'ai commencé à me mettre aux joies de Docker, à containeriser la moitié de mes applications. Alors du coup, moi, je vais vous parler donc de l'application Stop Covid. Je commence juste par un petit disclaimer. C'est un sujet qui est extrêmement politique. Donc je vais essayer de garder et de prendre un maximum de recul en fait et de garder une certaine objectivité. Mais je pense que c'est quand même un sujet qui a une certaine notion d'interprétation politique. Et c'est un sujet un peu, comment je peux dire, un peu dangereux premièrement. Sensible. Ouais, c'est ça, sensible. Puis Vas-y. les avis peuvent diverger rapidement. On Ouais. part en terrain glissant quoi. C'est ça, voilà. C'est ça, tout à fait. Du coup, je préférais faire ce petit disclaimer avant. Alors, Stop Covid, si vous ne savez pas encore ce que c'est une application, ce qu'on appelle de contact tracing. Le principe d'une application de contact tracing, c'est on part on veut vérifier s'il va y avoir des contacts entre les gens. Et en fait, on a remarqué que ce qui permettait au mieux de suivre les gens, étant donné qu'on leur a pas encore collé un code barre sur la nuque, c'est leur smartphone. Un smartphone, c'est très facilement identifiable. Il possède notamment des identifiants uniques. Il y en a plusieurs, notamment il y en a un publicitaire qui est censé pas changer très fréquemment. Tu as l'IMEI, donc chaque fois que tu as un slot de carte SIM, en fait, tu as un identifiant unique. Tu as plein d'identifiants uniques comme ça. Et le principe, en fait, c'est d'utiliser des identifiants uniques pour arriver à savoir si deux identifiants uniques ont été à côté. Donc on va utiliser des technologies, soit de géolocalisation, soit des ondes à travers du Wi-Fi, du Bluetooth, des technologies un peu comme ça, pour arriver à savoir si deux individus ont été en contact. Et donc là, l'objectif, c'était d'arriver à savoir si deux individus étaient en contact pendant une pandémie. Donc là, actuellement, avec le Covid-19, c'est une application un peu novatrice dans le sens où ça n'a pas été beaucoup fait, c'était beaucoup des tests à la base. Voilà, et là, c'est la première fois qu'ils le faisaient qu'on essaie de vraiment faire une application à une certaine échelle. Alors, je vais commencer par soulever une première question en fait, c'est l'efficacité relative de cette technique, parce que c'est quelque chose qui a fait énormément de débat. On s'est rendu compte notamment que, alors, je suis pas spécialiste du Covid, mais de ce qui a été beaucoup soulevé en tout cas par les médecins, c'est le fait que c'était les seniors, c'est souvent les seniors qui étaient les plus touchés par le Covid et les personnes les plus à risque. Donc pour limiter un maximum de décès, c'est ces personnes-là qu'on a besoin de protéger. Un adulte en bonne santé, la plupart du temps, il se rétablit quand même super bien. Il y a très peu de décès chez les enfants, chez les personnes en bonne santé, donc c'est vraiment les seniors qu'on souhaite protéger. C'était une boucherie dans les EHPAD d'ailleurs. Et en fait, on estime qu'il faudrait à peu près un taux d'adoption de 60%, voire plus, pour que l'outil soit vraiment efficace et qu'on arrive vraiment à détecter les clusters au bon moment. Voilà. En termes d'efficacité, vraiment ce que je trouvais assez intéressant d'évoquer, c'est est-ce que pour vous c'est efficace de demander à des seniors d'installer une application sur un téléphone portable? Je pense qu'on a tous dans notre famille des grands-parents, des oncles, des tantes, des personnes assez âgées qui n'ont pas de smartphone, dont certaines qui n'ont juste pas de téléphone tout court. C'est une technologie quand même plutôt récente et c'est pas encore très répandu chez les seniors.
Est-ce que pour vous ça vous semble utile de proposer une application qui normalement la cible principale normalement pour protéger l'épidémie on doit cibler les seniors et là on se retrouve avec une application qui cible pas vraiment les seniors et donc je trouve à mon sens que cette application là elle a une cible qui est je pense pas que ce soit la bonne cible on va dire. Ensuite maintenant je vais vous parler un peu plus en détail des technologies qui sont utilisées dans Stop Covid. Alors Stop Covid il y a deux façons dont on va pouvoir utiliser pour retrouver, pour savoir si deux personnes étaient en contact. La première, c'est le GPS. Donc un GPS, tout le monde sait ce que c'est. Ça sert, on va faire de la géolocalisation avec des satellites. On retrouve des modules GPS dans les voitures, dans les téléphones. Et là, ce qui nous intéresse dans les téléphones, c'est d'exploiter le GPS en comparant les coordonnées de deux personnes. Donc à un instant donné, est-ce que deux personnes avaient des points GPS extrêmement proches? Si on considère qu'ils sont suffisamment proches, donc en calculant une certaine marge d'erreur, on peut considérer que ces deux personnes-là ont généré un contact. Donc potentiellement, on a pu échanger des virus, des microbes, une pandémie. Voilà. Ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que tout le monde sait ce que c'est qu'un GPS. Tout le monde a déjà vu ce que c'est un GPS dans une voiture. Même les seniors, tu leur parles d'un GPS, ils arrivent plutôt à savoir ce que c'est. Et quelque chose qui a été beaucoup décrié, c'est pourquoi on a choisi le Bluetooth pour Stop Covid. Parce qu'on peut aussi faire ce genre de choses-là avec le Bluetooth. On peut arriver à savoir si deux personnes sont en contact. Le GPS est extrêmement précis, et pourtant on a choisi le Bluetooth. Parce que en fait, les GPS, étant donné que tout le monde sait plus ou moins ce que c'est qu'un GPS, quand tu fais le combo application, gouvernement et GPS, ça résonne pas spécialement bien chez les gens. On a vraiment peur d'un monde un petit peu à la Orwell, un monde dans lequel tout le monde serait suivi, traqué, ce qui commence à être un petit peu le cas. Et se dire qu'il y a une application qui doit tourner tout le temps, parce que pour détecter s'il y a des contacts, il faut que l'application tourne tout le temps. Le fait d'avoir une application GPS qui tourne tout le temps et qui exploite le GPS et qui a donc votre localisation en permanence, ça fait peur et ça rassure pas les gens. Déjà que c'est une application qu'il va falloir faire installer sur la base du volontariat. Ça fait très très peur de se dire je vais laisser mon GPS activé. Du coup, ce qui a été privilégié, c'est le Bluetooth. Le Bluetooth, tout le monde sait ce que c'est, oui et non. Tout le monde sait qu'avec le Bluetooth, on peut notamment communiquer entre deux appareils pour échanger par exemple de la musique. C'est-à-dire que moi, avec mon smartphone, je me connecte en Bluetooth à mon enceinte connectée. Et en fait, le Bluetooth, il a une énorme limitation technique. C'est qu'en fait, à la base, il n'a pas du tout été fait pour ça. À la base, il est vraiment fait pour faire des échanges de fichiers et des échanges type streamer, envoyer du contenu audio ou vidéo, voilà. Et là, ce qui se passe, c'est que le Bluetooth, on lui demande d'arriver à estimer les distances. Étant donné qu'il n'est pas fait pour ça, il est très mauvais. On arrive à une marge d'erreur entre 1 et 4 mètres. Et dans une pandémie, dans un moment de pandémie comme actuellement ce qu'on vit avec le Covid-19, 1 à 4 mètres, ça change tout. 1 mètre, potentiellement il y a contact. 1 à 2 mètres, il y a contact. À partir de 3-4 mètres, il y a beaucoup moins contact. Donc cette marge d'erreur là, elle est assez problématique parce que ça peut créer soit des faux positifs, soit des personnes qui passent en dehors des mailles du filet. Donc c'est vraiment pas efficace. Donc ça c'était vraiment sur la partie géolocalisation pure. Mais du coup, ils ont vraiment préféré le Bluetooth pour pas faire peur aux gens. Alors que pourtant c'est une solution qui a pas l'air très efficace. En tout cas quand on part des chiffres de 1 à 4 mètres de précision, ça fait vraiment peur et je trouve pas ça efficace. Mais il y a aussi autre chose qui est utilisée sur Stop Covid et qui a fait beaucoup débat, c'est reCAPTCHA. reCAPTCHA, c'est ce qu'on appelle un principe de CAPTCHA. C'est un service qui a été développé par une entreprise qu'on appelle Google. Vous savez, c'est le petit géant américain avec lequel on fait nos recherches tous les jours et qui a beaucoup décrié ces dernières années parce que leur business, c'est de faire de l'argent avec vos données. Et une des principales contraintes qu'on va avoir avec Stop Covid, c'est si on veut faire installer ça aux gens, il faut que les gens aient confiance, donc il faut qu'on leur respecte leur vie privée. Donc ils vont essayer tout un tas de moyens de rassurer les gens et de passer sur des choses qui respectent la vie privée. Sauf que reCAPTCHA, étant donné que c'est maîtrisé par Google, appeler à chaque fois faire des appels à un serveur qui est aux États-Unis, parce que la plupart de leurs serveurs sont aux États-Unis, même si dans le monde, ça reste la plupart aux États-Unis chez Google. Faire un appel à un serveur qui est aux États-Unis, c'est pas spécialement beaucoup dans le mood respect de la vie privée. Et c'est pour ça que
La fréquence de reCAPTCHA dans l'application fait un peu peur. Pourquoi on utilise reCAPTCHA à ce moment-là? C'est parce qu'il n'y a pas vraiment d'application viable et parce qu'on est obligé d'avoir une application de CAPTCHA. Une application, on a besoin d'avoir le CAPTCHA pour s'inscrire. Parce que si tout le monde s'inscrit, comment ça s'appelle? Si tout le monde s'inscrit, enfin, si on peut s'inscrire facilement, on va dire, excusez-moi, si on peut s'inscrire sans contrôler s'il y a des robots ou pas qui passent, potentiellement on peut avoir 10 milliards de comptes qui sont créés, mais qui sont pas des vrais comptes, ça va être des faux comptes, et du coup ça va spammer et la base de données, et ça peut créer des faux positifs, donc c'est vraiment pas bon. Donc on utilise une fonction de CAPTCHA. J'ai essayé de voir un petit peu, quand j'ai appris ça, reCAPTCHA, je me suis posé la question est-ce qu'il y avait d'autres CAPTCHA, et en fait j'en ai trouvé un qui s'appelle HCAPTCHA. D'ailleurs il y a un super billet de blog sur le site de Cloudflare que je vous invite à lire. Je vous le mettrai aussi dans mes sources, très intéressant. HCAPTCHA c'est aussi une société américaine, donc soumis au Cloud Act, la NSA ou un organisme de l'État a besoin de consulter les données d'Européens, même si les serveurs sont en Europe potentiellement, et ben, vu que c'est une entreprise américaine et sous juridiction américaine, on peut se les faire piquer. Et du coup, HCAPTCHA, je me suis dit, ben, au moins c'est pas maîtrisé par un grand géant américain. C'est américain, mais en même temps, il n'y a pas vraiment 6 milliards de solutions. Et en fait, le problème d'HCAPTCHA, c'est qu'il n'est pas inclusif. Sur internet, il n'y a pas que des personnes, enfin dans les utilisateurs de smartphones plutôt, il n'y a pas que des personnes qui sont, je veux dire, sans problème physique. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des problèmes de vue, notamment des personnes qui sont malvoyantes. Et le problème, c'est que reCAPTCHA, contrairement à HCAPTCHA, lui propose une solution qui permet de dicter à l'audio. Vous savez, peu de monde utilise cette solution de dicter à l'audio. Mais c'est très utile pour ces personnes-là. Et si on n'inclut pas une solution qui propose au moins ce service-là, ça veut dire qu'on les met en marge de cette application-là. Et bah, ça fait pas très joli et c'est pas cool pour eux surtout. Donc on se retrouve quand même avec notre application à se retrouver avec un CAPTCHA made in Google intégré et bah, on peut pas vraiment le virer quoi. Bon, ça fait un peu peur quand même de se dire qu'il y a toujours un moment où on envoie des données à Google. Maintenant, je vais vous parler des protocoles qui ont été utilisés pour cette application-là. Donc en France, on a choisi un protocole qui s'appelle Robert, typiquement très français, même de nom. Et en fait, ce protocole-là, c'est un protocole qui est centralisé, c'est-à-dire qu'il y a un serveur qui collecte toutes les informations. Et ce protocole-là, il a été choisi alors qu'il y avait un autre protocole qui a été créé plus ou moins en même temps. Robert s'est créé en fait il y a plusieurs années par l'INRIA. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la base c'était un prototype et on s'est dit ce serait bien de l'utiliser en vrai parce que là on en a besoin. Et il existe un autre protocole qui s'appelle DP3T qui a été fait par des universités européennes très récemment. Et ce protocole-là a l'avantage d'être décentralisé, c'est-à-dire que toutes les données sont stockées dans les smartphones des gens. Et ça évite en fait d'avoir des données qui sont stockées dans des silos de données, donc le big data. Et ça limite en fait, on va dire, l'action qu'a l'État sur les données et qu'est-ce qu'elle détient. Et ce que j'ai trouvé très dommage, c'est qu'on n'ait pas choisi ce protocole-là. Et pendant ce temps-là, on a certains politiques qui se plaignent en disant ah bah mince, dis donc, vous n'êtes pas gentils les autres, vous voulez pas prendre le même protocole que nous. Alors qu'en fait, on est un des seuls à avoir pris le protocole Robert. Donc en termes de choix de protocole, je pense que ils ont fait une erreur à cet endroit-là. Et ils auraient dû privilégier DP3T qui est plus respectueux de la vie privée et en plus qui est utilisé par tout le monde. Donc, enfin, par plus de monde. Et étant donné qu'il est utilisé par plus de monde, potentiellement on peut faire des systèmes intercompatibles qu'on peut connecter les uns aux autres. Ce qui permettrait notamment de vraiment donner plus d'efficacité au système, parce que plus on a de données, plus on peut localiser un peu partout, et c'est plus agréable pour tout le monde. Il y a quand même une autre limitation technique qui est apparue assez rapidement, c'est le fait que les applications ne peuvent pas rester allumées très longtemps. C'est-à-dire qu'une application sur Android ou iOS ne doit pas rester active plus de X temps, parce que si elle reste trop longtemps active, elle va pomper de la batterie. Si vous êtes déjà rendu compte depuis ces quelques dernières années, vous êtes sûrement rendu compte que avec les versions d'Android qui passaient, maintenant on avait quand même une autonomie qui était plutôt en hausse, et avec les nouveaux smartphones aussi, on a des meilleures autonomies. Mais c'est rarement le cas c'est rarement la cause d'avoir des nouvelles batteries qui sont plus efficaces. On a beaucoup de mal à faire des batteries qui sont plus efficaces pour stocker plus d'énergie. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. En tout cas, on a beaucoup de mal actuellement à faire ça. Et du coup, on préfère éteindre une application, économiser la batterie. Pour économiser la batterie, justement, on préfère éteindre les applications en les tuant directement. Et le souci, c'est que des applications comme Stop Covid, elles ont besoin d'être activées en permanence. Et ça, c'est un énorme verrou, parce que donc Google avec leur OS Android et Apple avec leur OS iOS, les deux ont tout verrouillé.
L'objectif, c'est que les applications se taisent, qu'elles ne puissent pas discuter et faire des actions en arrière-plan. Et du coup, à l'heure de la sortie Stop Covid, il n'y avait pas vraiment de solution pour ça. La seule chose qui a été faite, il y a des espèces de petits mécanismes qui permettent de contourner le problème, mais ils sont très désagréables pour l'utilisateur. Typiquement, ça va être une notification qui reste allumée tout le temps. Donc une application qui reste allumée, donc une notification qui va rester tout en haut dans votre barre. Ce sera assez désagréable pour vous, mais ça permet à l'application en disant elle a une notification, du coup l'OS la kill pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans l'application qui a été sortie, notamment la version Apple est très peu utilisable parce qu'il y a tellement de limitations chez Apple que c'est quasiment impossible. Actuellement, Google et Apple ont décidé de faire ce qu'on appelle un dev kit, une API. Ils ont voulu sortir quelque chose pour aider les gens, mais de un, ça sort très tard, et deuxièmement, ça reste une société américaine. Donc là, on revient aussi à des problèmes on aimerait bien un système quand même plutôt français, alors que là, on se retrouverait avec des choses qui viennent d'entreprises américaines. Et puis pour finir, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé, là c'est plus de l'organisation et de la gestion de projet chez Stop Covid. Pour faire preuve de transparence, il y a eu un bug bounty qui a été ouvert et les sources d'application ont été ouvertes. Tout le monde pouvait télécharger, lire, éditer les sources d'application pour l'auditer. Notamment, c'est ce qui a été fait par beaucoup de chercheurs en cybersécurité qui sont amusés à ouvrir l'application en deux, voir comment elle marchait à l'intérieur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un gros retard sur l'ouverture du bug bounty. Des personnes avaient déjà commencé à auditer l'application, mais le bug bounty a pris énormément de temps à arriver par rapport à la date d'annonce, donc plusieurs heures de décalage, ce qui fait quand même pas très professionnel. On a eu le même problème quand ils ont donné les sources. Au début, ils ont juste donné les sources du protocole. Et en fait, on a eu beaucoup de mal, les chercheurs en tout cas ont eu beaucoup de mal avant de récupérer les sources. Donc entre ce qui était annoncé et ce qui se passait vraiment, il y avait un gros délai. Voilà. Et puis, celle-ci, je la trouve un petit peu croustillante. Je voulais la garder vraiment pour la fin. C'est lors du lancement. Le lancement qui devait s'effectuer alors je sais plus exactement quand, c'est il y a quelques semaines, ça devait être à midi pile. Et quand il y a un lancement, quelque chose qui est assez médiatisé, les médias préparent les annonces de lancement. Typiquement, elles vont pré-programmer avec TweetDeck, avec des applications de ça, préparer leur post automatique sur les réseaux sociaux. Et ce qui s'est passé, c'est que l'application étant sortie avec plus de 2 heures de retard, si je dis pas de bêtises, en tout cas elle était en retard de plusieurs heures, ça c'est sûr, je crois que ça devait être 2-3 heures. Et en fait il y a eu du retard, et du coup ce qui s'est passé, c'est comme elle était pas disponible, et qu'en plus on a eu l'effet levier avec la presse qu'on a parlé dans tous les sens, parce que tout le monde avait rodé sa communication, hein. Même si l'application n'était pas sortie, tout le monde avait déjà parlé de l'application en donnant, pas forcément son avis, mais en parlant pour essayer qu'elle soit téléchargée. Et ben on s'est retrouvé avec des gens qui ont commencé à chercher et dire c'est dommage, c'est bizarre, on la retrouve pas. Sauf que chez Apple, il y a une autre application qui s'appelle déjà Stop Covid. Et c'est même pire parce que c'est une application qui est catalane et qui sert aussi qui est aussi une application de contact tracing, hein. Sauf que elle est catalane. En fait, c'est l'application de la Catalogne qui s'est retrouvée en top téléchargement lors du lancement de Stop Covid. Parce que les gens n'ont pas téléchargé la bonne version, car la version qui était proposée par le gouvernement n'était juste tout simplement pas là. Donc on s'est retrouvé avec un loupé marketing, on peut dire ça comme ça, et ce qui fait que ça n'a pas vraiment contribué du tout au sérieux de cette application-là. Donc pour moi, je pense vraiment avoir fait le tour de Stop Covid, tout ce qui s'est passé dessus. Pour moi, cette application-là n'a pas vraiment de raison d'être, dans le sens où elle n'est pas efficace. Les technologies utilisées sont un peu... là, vous voyez, le coup du Bluetooth, c'est un peu ric-rac. Bon, le reCAPTCHA, on peut pas vraiment faire autrement, mais c'est quand même pas forcément très agréable. Et puis on a pris un mauvais protocole. Donc toutes ces contraintes techniques-là mis bout à bout, ça garantit pas un produit qui est utilisable. Chez l'application Apple est quasiment inutilisable. En plus maintenant on se retrouve avec l'application a été développée gratuitement, mais on se retrouve avec des énormes frais de comment ça s'appelle, d'entretien. J'ai entendu parler de 100 à 200 000 euros par mois, alors qu'au final, c'est ça. Ouais, c'est ça. Les stats étaient vraiment très très mauvaises. Je crois qu'il y avait moins d'une dizaine d'alertes qui avaient été lancées. J'ai pas les stats sous les yeux, mais il y avait moins d'une dizaine d'alertes qui ont été remontées. Ça fait assez cher la notif.
Et puis en plus de ça, l'application a vite été supprimée par une bonne partie des personnes qui l'avaient téléchargée. Ouais, ouais, j'ai vu, il y avait les stades de désinstallation, il y avait, je sais plus, mais il y avait facile un huitième des gens qui avaient commencé à la désinstaller au bout de 2 semaines de lancement. Enfin, C'est ça, voilà. c'était assez vénère. Et, ce que j'ai trouvé aussi dommage, c'est vrai que c'est dommage, j'en ai pas vraiment parlé, mais c'est qu'il y a des gens qui ont été consultés pour ça. Et c'est bien de consulter, de faire le côté démocratique, mais là les gens n'ont pas du tout été écoutés. Il y a eu beaucoup de médecins qui ont dit ils avaient des doutes dessus. Il y avait beaucoup de personnes, notamment, je vais reprendre. Beaucoup d'experts en sécurité aussi. Ouais, Hein. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Notamment, alors il est sous le pseudo F-Society, c'est. Mince. Baptiste Robert. Baptiste Robert, c'est ça, cherche son nom, merci. Merci Seb. Baptiste Pas de Robert, qui avait justement, qui avait été invité, il avait parlé des risques inhérents à ce genre d'application-là. Et les risques étaient très très forts. Et au final, l'application a comme été créée. Donc voilà, vraiment, pour moi, c'était une application qui n'a pas du tout lieu d'être. Et j'ai toujours pas, entre guillemets, compris pourquoi elle a été créée alors que pourtant il y avait des no-go, entre guillemets, partout. Et puis, moi, la seule réponse, entre guillemets, que j'en ai eu. Enfin, la seule solution, la seule réponse que j'en déduis, c'est cette application-là, elle est surtout extrêmement politique. L'objectif de cette application-là, c'est surtout de montrer comme quoi le gouvernement essaye a de fait quelque chose. C'est ça, voilà, a fait que le Ils gouvernement. étaient dans l'obligation de faire quelque chose justement parce que tous les pays mettaient en place un système similaire et de ce fait, ils devaient proposer une solution similaire à leur sauce, peu importe qu'elle fonctionne pas. Ils la mettaient en place histoire de dire C'est vachement voilà, une histoire on a fait quelque d'image, chose. quoi. C'est vachement une Oui, histoire voilà, ouais, d'image. c'est une histoire d'image. Voilà, et donc du coup, ouais, pour moi, cette application-là n'a pas lieu d'être. Et voilà, je pense que j'ai fini ma Au final, chronique. je trouve que l'image, ça a plus terni l'image du numérique français en tout cas, même à l'étranger, hein, je pense, parce que du coup, les chiffres, comme tu disais, les chiffres de l'application sont vraiment mauvais, quoi. Les chiffres ont été très mauvais, et puis t'as même. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le côté non, mais c'est français, et puis en fait, tu te retrouves. Tu te retrouves quand même à le ministre du numérique qui vient chouiner devant les Français en disant regardez les grands méchants Google et Apple, ils veulent pas nous écouter, ils veulent pas nous retirer l'imitation, alors que c'est des trucs qui sont inscrits dans l'OS, donc c'est très compliqué à retirer, mais pour la peine ils veulent pas utiliser leur dev kit. Alors du coup c'est un peu ça fait un peu ouais numérique, mais on essaie de faire le numérique à notre sauce. Le coup par exemple de choisir l'algorithme franco-français, pour moi, il a vraiment pas lieu d'être. Je comprends pas pourquoi tu prends cet algorithme-là. Tout le monde a pris un choix différent. Et là, ils ont fait bon, on va prendre Robert. Hein. On va prendre Robert. C'était éventuellement un argument pour dire qu'il y a un module français justement. Après, Dedans, c'est hébergé chez de l'OVH. Hein. C'est hébergé chez OVH en France. Donc, il y a quand même une bonne part de français dedans. Ça a En été fait, développé par des ils ont Français, voulu hein. faire quelque chose, une solution vraiment française, quoi. Genre, dans son ensemble. Même si c'est pas évident d'aller jusqu'au bout. Comme tu expliquais par exemple pour le reCAPTCHA. Mm. Mm. Mais après, moi, ça fait beaucoup écho à quelque chose que j'ai vu il y a quelques jours sur Twitter. C'était une photo de Cédric O avec un MacBook sur sa table, en fait. Alors, Et on le voit avec son MacBook sur la table. Il est pris en photo et t'as un journaliste, je crois que c'est de Numérama. C'est un journaliste tech qui fait bah dis donc, ça fait vachement français, hein, la French Tech, dis donc, attention. Et il a effacé son tweet et il a reposté exactement le même tweet en reprenant la photo, en collant un sticker French Tech. Et la French Tech sur le logo d'Apple. c'est ça, la French Tech sur le logo d'Apple. Et ça nous a fait beaucoup rigoler. Et t'as des journalistes comme ça. Il me semble que quelques jours plus tard aussi, donc il a fait une vidéo de campagne pour mettre en avant la French Tech, publiée par Microsoft France sur Twitter. C'était magique. Ah oui, effectivement. En plus, en pleine période de remaniement. Mais après, là, c'est vrai que ça dérive plus sur de la politique, mais Oui, non, voilà. mais c'est vrai. En tout cas, moi, je pense que c'est vraiment un projet qui a été mal géré et qui a été mal conçu, et on se retrouve avec un projet au final qui a coûté cher parce que 100 à 200 000 euros par mois, c'est quand même une belle somme, même si ça a été fait gratuitement et que ça a été développé dans les règles de l'art, tout ce que tu veux, hein. On se retrouve avec une application qui est pas vraiment utilisable, qui coûte cher à l'entretien et qui a envoyé moins de 10 notifs depuis le lancement. Voilà. C'est terrible. Voilà. Est-ce que Nicolas, t'as quelque chose à ajouter ou pas dessus? Nicolas qui nous a Attends, lâché. excuse-moi, j'étais mute. Non, non. Non, bah. Ça m'étonne pas tellement, mais bon.
C'est en fait, que toute la polémique qu'il y a eu derrière, ça m'étonne pas, mais il y a des choix aussi qui ont été faits, je pense, Mm. qui ont été forcés, quoi. Ouais. Notamment l'utilisation du Bluetooth, tu l'as dit, c'est pour pas faire peur aux gens. Il y a vraiment des gens qui auraient été apeurés pour le GPS. Donc, Il y a Cybersécurité Testeur qui nous dit que le protocole Robert, c'est aussi pour l'aspect respect des règles RGPD et vie privée des personnes résidant en Europe. Je suis pas sûr dans le sens où Robert, d'accord, c'est fait par la France, mais étant donné que le protocole est centralisé, pour moi il respecte moins le côté RGPD, hein. Et je signale que l'autre protocole là, qui a un nom imbuvable, DP3T, il est utilisé par des applications type Stop Covid, de contact tracing, dans d'autres pays européens. Donc je pense pas qu'il y a spécialement de problème avec ça. Je pense que là pour le coup, c'est vraiment le fait de mettre en avant le côté franco-français, quoi. Voilà. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, tout ça. De toute façon, après, on va refaire notre petit montage à notre sauce. Mais voilà. tricheur. Bon, bah déjà, on fait ça en live. C'est une belle prise de risque. Moi, j'aime bien. Euh, C'est vrai. Fait par la France, en collaboration avec d'autres pays européens, mais sous souci qui vient d'être dans cette Covid, mais sans avoir été finalisé. Oh là, attends. Je vais relire la question. Enfin, l'affirmation plutôt. France européenne, mais sans souci. Ouais. J'ai pas trop regardé pour ça. Mais j'ai vraiment entendu. Après, je me suis pas amusé à décortiquer le protocole Robert. J'avoue que je suis pas allé aussi loin. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de réserves quant à l'utilisation de ce protocole. Voilà. Mais même si tu retires le côté protocole, oui. hein, Tu ouais. veux dire dans le sens le protocole Robert n'était même pas abouti au moment où il a été utilisé en fait pour Stop Covid. Ah, si c'est ça en tout cas. Si c'est ce que j'ai compris en tout cas. Après, de toute façon, Robert à la base c'était un projet. Ouais, c'est- Ok, d'accord. En fait, me à la base, le protocole Robert, c'était un projet de recherche de l'INRIA. Donc, en fait, ils sont partis d'un projet de recherche et ils se sont dit, vas-y, c'est trop bien. Et c'est comme ça que Robert a fini dans Stop Covid alors que le truc était encore en cours d'édition, quoi. Il n'était pas finalisé, quoi. Donc bon. Et puis après, il y a eu d'autres. Moi, j'ai entendu parler d'autres problématiques. Alors, je crois que c'est une espèce de code unique qui est émis par un médecin, donc une autorité de santé, quand tu es contrôlé, détecté positif, que tu dois mettre dans Stop Covid. Et il y avait des trucs un peu louches dedans. Genre, je sais plus exactement ce que c'était, mais grosso modo, il y avait des questions du style est-ce qu'on donne un seul code ou est-ce que c'est le même code pour tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe si tu croises quelqu'un dans la salle d'attente. Enfin, il y avait des cas qui étaient un peu problématiques, notamment au moment où tu disais avoir été contaminé, quoi. Non, puis en plus il était question, il me semble, de rendre le code source de l'application Stop Covid disponible sur GitHub. Mais au final, il y a eu qu'une partie, il me semble, Euh, de libérée et une autre totalement offusquée, quoi. alors ça, je sais plus du Totalement tout. opaque. Tout ce que je sais, c'est Après, qu'elle a c'est vrai pris que beaucoup de temps. Elle a pris beaucoup de temps, en tout cas, à être sortie. Le code source, il a pris un temps fou. Genre, limite, toutes les semaines, il donnait un morceau, tu vois. Je me souviens c'est qu'au ça. début, il donne les specs techniques. Après, il donne un autre truc et tout. Il y a eu, dans le bug bounty, il y a eu des bugs qui ont été remontés. Je me souviens pas qu'il y a eu des énormes failles qui ont été remontées. Plus des cas un peu problématiques, un peu. Mais il n'y avait pas non plus de grosses failles. Dans l'ensemble, pour me donner aussi des points positifs, le développement a été quand même fait par une boîte française qui s'appelle Lunary Bee Studio, si je dis pas de bêtises. Et en soi, le code en Kotlin n'est pas dégueu, hein, ça va. Hein, c'est pas. Ça, je pense aussi que derrière, il y avait une énorme pression médiatique, hein. Tout le monde a commencé à parler de Stop Covid et tout ça dans tous les sens. Donc les mecs sont quand même arrivés à développer un truc avec les moyens du bord et avec ce qui fait qui marche un minimum. Après, c'est l'efficacité, moi je trouve, qui est vraiment à critiquer. Non, c'est ça, tout n'est pas acheté en fait. Il y a quand même des choses de bien dans ce projet, mais bon, la finalité, c'est le côté bancal et l'inefficacité de l'application, quoi. Et puis, ce qui est dommage, c'est vraiment l'aspect très politisé de la chose, quoi. Ça aurait été bien de mettre l'aspect politique de côté pour penser un peu à la réalité de la pandémie. Ouais. Après, moi, il y a un truc aussi qui m'a fait rigoler, mais pas forcément bien. C'est en fait le code source, il a été déposé sur le Git de l'INRIA. Et le dépôt guide à la base il a été privé. Et en fait ils l'ont ouvert au public. Sauf que tu peux voir l'historique des commits Git.
Et il y avait un historique, il y avait un titre dans un des commits qui m'a fait mourir de rire. C'était un truc du style push du code source de Stop Covid pour montrer que la démarche open source est sérieuse. Et juste ça, mais j'ai explosé. Je me suis dit, mais d'où t'as besoin de dire que la démarche elle est sérieuse? Genre, juste tu le fais, t'as même pas besoin de l'écrire, quoi. Et ça faisait un peu moche de dire. Ça faisait vraiment. On a fait de l'open source, pas par plaisir et par choix, tu vois, mais c'était vraiment en mode. Pour être transparent et parce que les gens attendent ça, quoi. Voilà. C'est Bon, assez particulier. si vous avez pas d'autres questions, je pense on va clôturer. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, après, on refait un petit. Après, on reste un peu en live si vous voulez discuter un peu de ça, si vous avez d'autres sujets. On peut parler un peu tech, un peu d'autres choses, hein, mais voilà. Donc, en tout cas, là, on va clôturer cette première capsule. Je vous remercie, enfin, nous vous remercions plutôt d'avoir été là avec nous ce soir. Petite info qu'on vous rajoute au montage, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Twitter, @50nuancesdoctet, c'est notre média principal pour communiquer sur les émissions et live qu'on réalise sur Twitch. Et on vous dit à la prochaine.